Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité, le Lesotho semble donc se diriger vers une solution de sortie de crise. Le Premier ministre va rentrer au pays. Une feuille de route est proposée pour lever la suspension du Parlement. Peut-être la fin de la crise après le coup de force de l'armée samedi. Et du sport avec ce match interreligieux organisé à l'initiative du pape François pour prôner la tolérance et la paix. Un match particulier au stade olympique de Rome et qui a enregistré la participation d'anciennes gloires du ballon rond comme Del Piero, Carlos Valderrama ou encore Maradona. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le Premier ministre du Lesotho va rentrer au pays. Des observateurs vont être déployés sur place. Une feuille de route est proposée pour lever la suspension du Parlement. C'est peut-être la fin de la crise après le coup de force samedi de l'armée. Le Lesotho, il faut le rappeler, c'est ce petit pays enclavé d'Afrique du Sud. Une situation confuse sur fond de lutte de pouvoir. Le Premier ministre Thomas Tabane a fui le Lesotho samedi, accusant l'armée d'avoir tenté un coup d'État. Il a pu rejoindre l'Afrique du Sud quelques heures seulement avant que des soldats n'encerclent sa résidence. Alors que l'armée nie toute tentative de prise de pouvoir, le gouvernement a demandé au chef d'état-major des armées, le général Kamoli, d'agir. Ces hommes ont mené des raids contre des unités de police coupables, selon eux, d'avoir cherché à armer des manifestants qualifiés de fanatiques. Le général Kamoli demeure une personnalité importante dans la société du Lesotho. Nous l'appelons à respecter les lois du pays et à se plier aux décisions du pouvoir. Nous l'appelons à faire usage de son influence considérable pour amener le calme, empêcher toute nouvelle tension et du même coup un possible bain de sang. Samedi, le Premier ministre Tabane avait limogé le général Kamoli, mais ce dernier avait refusé de quitter son poste. Depuis juin, le Lesotho a été privé de parlement, car suspendu par le Premier ministre qui craignait un coup d'État. Divisé, son gouvernement de coalition a volé en éclats. L'un des membres de cette coalition, le LCD, opposé au Premier ministre et soutenu par l'armée, a souhaité que le Parlement puisse se réunir à nouveau. Une option risquée pour le pouvoir, selon cet expert. Du côté du Premier ministre et de son parti, il y a une crainte, à mon avis, qu'une réouverture du Parlement conduise à ce que les députés votent une motion de défiance à son encontre. Dans ce cas-là, il y aurait probablement un changement de gouvernement. Le Premier ministre Tabane compte bien rester au pouvoir et son entourage annonce qu'il sera de retour mardi matin. Petit pays de 2 millions d'habitants, le Lesotho est une enclave au sein de l'Afrique du Sud et qui a subi une série de coups d'État depuis son indépendance dans les années 60. Dans l'actualité également, l'avenir du nord du Mali en discussion à Alger depuis hier. Sur place a débuté une nouvelle série de négociations entre Bamako et les groupes armés. Chaque partie se dit déterminée à trouver une solution définitive pour que cette crise qui n'a que trop duré finisse. Les discussions sur le fond vont débuter ce mardi. 4 commissions ont été créées pour traiter des questions politiques et institutionnelles, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice et de réconciliation et enfin des questions de développement économique. Cette fois, le planning prévoit au moins 4 semaines de discussion pour trouver des propositions communes. Et face à Ebola, le Mali renforce sa vigilance. Une réunion interministérielle s'est tenue ce lundi autour du Premier ministre. Le Mali ne connaît à l'heure qu'il est aucun cas confirmé d'Ebola, mais le ton est plutôt à la prévention et à la sensibilisation, nous disent ici nos reporters Daouda Kamate et Malik Mbaye. Ne connaît aucun cas de la maladie à virus de fièvre hémorragique Ebola. Depuis la découverte du virus en Guinée-Conakry, le pays a entrepris et procédé à la mise en œuvre de plusieurs mesures de prévention en vue de parer à une éventualité. Donc, à ce jour, il s'agissait de faire le point de la situation. Vous savez, en ce moment, il y a une épidémie d'Ebola en Afrique, en particulier dans notre sous-région. Le Mali n'est pas encore touché, mais il y a évidemment des menaces. C'est pourquoi les autorités du pays se sont réunies aujourd'hui, comme elles le font régulièrement, pour faire le point, pour évaluer ce qui a été fait pour prévenir cette menace et préparer la suite, à savoir toujours davantage de sensibilisation de nos compatriotes et la mise en place d'un mécanisme sur le terrain pour parer à toute menace. Ceux-là qui sont sujets à ces maladies dites du vent doivent rester, ne pas apporter la contamination. Et ceux-là aussi qui ne sont pas contaminés doivent
éviter d'aller à des endroits où ces maladies sévissent. Bien que le Mali n'ait pas enregistré de cas confirmés de maladies à virus Ebola, l'épidémie reste une menace pour les populations. Ce qui d'ailleurs motive davantage le ministère de la Santé à redoubler la surveillance à travers des cordons sanitaires à l'aéroport et aux différentes frontières. Sur un tout autre décor, Niamey, la capitale nigérienne, abrite depuis ce lundi la 48e réunion ordinaire du comité des experts de l'Association des producteurs de pétrole d'Afrique. Cette association, qui regroupe 18 pays et produit 98% du pétrole du continent, passera en revue et pendant 4 jours toutes les questions liées au développement du secteur et au renforcement de ses capacités. Razak Abaché et Sarki Aboubakar. À Niamey, les 18 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains auront à examiner plus d'une vingtaine de dossiers dans la dynamique du bilan à mi-parcours de l'exercice 2014-2015. Parmi ces dossiers figurent en bonne place l'état d'avancement de l'évaluation du secrétariat de l'APA et du fonds APA pour la coopération technique et la revue structurelle de notre association et dont les conclusions sont attendues par le Conseil extraordinaire des ministres qui sera organisé dans quelques semaines à Abidjan. L'évolution des études et des projets du 8e programme d'action 2012-2017. Le rapport d'exécution du budget de l'exercice en cours. L'avant-projet du budget pour l'exercice ambition pour le développement de son secteur pétrolier. Le Nigeria produit déjà 3 millions de barils par jour, au moment où au Niger vous faites 20 000 barils par jour. Donc le Niger a beaucoup à, disons, recevoir de ces pays qui sont les devanciers. C'est une association, il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs problèmes, chaque pays a des spécificités qu'il faut résoudre et nous sommes là pour pouvoir au moins faire marcher notre association et que demain on puisse parler de cette association qui est un puissant moteur de l'intégration africaine. Cette association produit à elle seule 98% du pétrole africain. Dans ce contexte, la recherche de nouveaux débouchés pour l'exportation et la promotion d'un marché africain de consommation et de valorisation du pétrole et du gaz sont entre autres priorités de l'association. Économie à présent avec l'implantation au Maroc du fonds Africa 50 doté du capital initial de 3 milliards de dollars. C'est l'un des bras financiers de la Banque africaine de développement. La BAD, en choisissant le Maroc, conforte ainsi la position du Royaume comme terre d'accueil et d'investissement. C'est ici, au cœur de la future City casablancaise, que la BAD a décidé d'installer le siège du fonds Africa 50, un levier financier doté à terme de 10 milliards de dollars de fonds propres et dédié aux investissements dans les infrastructures africaines rentables, un projet qui avait germé l'an dernier lors des 48e assemblées annuelles de la BAD à Marrakech. On a suivi un processus très rigoureux. On a reçu plusieurs offres des pays en Afrique, des bonnes offres, je dirais. Et on a suivi un processus avec un cabinet de haut niveau à Wall Street qui a fait l'évaluation de toutes les offres qu'on a reçues. Et finalement, ils ont proposé ici Casablanca. À 48 heures de l'annonce officielle du choix du Maroc, une délégation de la Banque africaine de développement a procédé aujourd'hui à Rabat aux derniers ajustements. Une réunion avec le ministre des Finances également dédiée à ce qui constitue une consécration du statut du Royaume en tant que hub régional, mais pas seulement. On consacre aussi l'engagement de Sa Majesté en faveur du développement de ce continent, donc à travers les multiples initiatives que Sa Majesté a lancées pour renforcer la coopération sud-sud, renforcer la coopération triangulaire. D'après une étude de la Banque mondiale, les carences en infrastructures sur le continent freinent la croissance économique des États africains de 2% par an. Cela limite dans le même temps jusqu'à 40% la productivité des entreprises. Et pour combler ces lacunes, il faudrait que l'Afrique dépense chaque année 93 milliards de dollars sur une décennie. C'est plus du double des investissements actuels. Nous poursuivons avec l'actualité hors des frontières du continent, l'Irak à présent, où la contre-offensive contre les djihadistes de l'État islamique se poursuit. L'armée irakienne et ses alliés ont repris 2 localités du nord du pays. Voici les derniers développements.
Une nouvelle avancée pour l'armée irakienne. Après d'âpres combats, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique ont fui la ville de Suleiman-Bek, à 175 km au nord de Bagdad. Un autre village voisin a également été repris. Nous avons pris d'assaut Suleiman-Bek. Et comme vous avez pu le voir, nous avons nettoyé la zone de la présence de l'organisation de l'État islamique. Il n'y a plus rien maintenant et d'autres forces sont en route pour Suleiman-Bek. Il y a eu une autre attaque du côté d'Amerli et nous avons entièrement sécurisé la route. Malgré ces combats près d'Amerli, la ville reste depuis dimanche sous contrôle des forces loyalistes. Les soldats irakiens sont entrés dans la ville ce week-end. Amerli était depuis plus de 2 mois aux mains des djihadistes de l'État islamique. Le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, lâché par les États-Unis, s'est rendu lundi dans la ville libérée grâce, entre autres, à l'appui de l'aviation américaine. Je salue les habitants de cette ville qui était devenue la ville des martyrs, de la ténacité et du défi. Je salue cette ténacité et votre patience contre ces bêtes et ces tueurs. Les États-Unis ont également largué de l'aide humanitaire dans ces villes désormais libérées, mais dont les habitants ont manqué d'eau et de nourriture pendant plusieurs mois. Après l'Irak, la Syrie voisine, rarement les combats ne se sont rapprochés et aussi durablement du côté israélien. D'intenses combats ont eu lieu entre l'armée syrienne et les rebelles sur le plateau du Golan, situé à une centaine de mètres seulement de la ligne de démarcation avec Israël. À présent, les développements. La fumée au-dessus de la ville de Quneitra marque la reprise des hostilités aujourd'hui entre l'armée syrienne et les rebelles sur le plateau du Golan. L'objectif est de contrôler ce poste frontière qui dépend des Nations Unies. Chose rare, les affrontements ont lieu à une centaine de mètres de la ligne de démarcation avec Israël. L'État hébreu qui suit de près ce qui se passe côté syrien afin de prévenir tout débordement. L'armée israélienne a d'ailleurs annoncé hier avoir abattu un drone venu de Syrie. À l'est de Damas, la scène est d'une violence inouïe. L'armée syrienne a intensifié ses frappes aériennes sur le quartier de Jobar, tenu par des rebelles depuis un an, une zone stratégique qui ouvre la voie au cœur de Damas. Sur le plan diplomatique, les 40 casques bleus philippins bloqués sur le plateau du Golan ont été évacués sains et saufs. Les négociations se poursuivent pour libérer les 44 autres casques bleus fidjiens dont l'enlèvement a été revendiqué par le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. En Grande-Bretagne, le Premier ministre David Cameron annonce de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme et contre les candidats au djihad. Parmi elles, la saisie aux frontières du passeport de ses concitoyens soupçonnés de terrorisme. Il propose également d'isoler géographiquement les personnes soupçonnées de terrorisme pour les couper de tout contact. De nouvelles mesures pour contrer la menace des djihadistes. Après avoir encore relevé le degré d'alerte antiterroriste en Grande-Bretagne, David Cameron poursuit son offensive. Nous allons mettre en place une législation spécifique et ciblée en accordant à la police le pouvoir provisoire de confisquer les passeports aux frontières durant le temps qu'il faudra pour enquêter sur les voyageurs suspects. Tout un arsenal de mesures. L'accès à Internet pourra être restreint. Les compagnies aériennes ne pourront pas transporter de personnes interdites d'accès sur le territoire. La surveillance des suspects devrait également être renforcée. L'inquiétude se concentre sur au moins 500 djihadistes britanniques partis en Syrie et en Irak, notamment auprès des combattants de l'organisation de l'État islamique. 250 d'entre eux seraient déjà revenus au Royaume-Uni. L'apparente implication d'un Britannique dans l'exécution d'un journaliste américain, James Foley, a également fini par convaincre Londres qu'il fallait faire plus pour lutter contre la menace djihadiste. Toute tentative qui viendrait de toi, Obama, visant à violer les droits des musulmans à vivre en sécurité sur le califat islamique, entraînera un bain de sang parmi vos populations. Le nouveau plan antiterroriste devra encore être adopté au Parlement. Reste à convaincre la coalition au pouvoir, notamment les libéraux démocrates, sans parler des ONG de défense des droits de l'homme. Du sport et du football pour terminer, c'est un match un peu particulier au stade olympique de Rome, un match interreligieux organisé à l'initiative du souverain pontife pour prôner la tolérance et la paix dans le monde. Et quoi de mieux que d'utiliser des stars du ballon rond
comme Del Piero, Trezeguet, Carlos Valderrama ou encore Diego Maradona. Des stars du football réunis pour la paix. 50 joueurs ont répondu présents à l'appel du pape François, celui de jouer un match toutes religions confondues. À la demande du souverain pontife, ses représentants religieux plantent un olivier, un symbole de paix. Sur le terrain, des joueurs qui ont marqué l'histoire du ballon rond, comme un certain Diego Maradona. Diventa 5 perché si aggiunge anche Del Piero che poi si stacca, va Maradona. Ce match est très important pour nous, pour tous ceux qui sont là, les joueurs en activité ou à la retraite, les entraîneurs, les adjoints. On espère qu'après cela, on aura apporté une petite contribution pour avoir un meilleur avenir. C'est pour ça qu'on est là. Avant le match, le pape, lui-même grand amateur de foot, avait reçu les joueurs avec ce message. Vous direz non à toute forme de discrimination. Les religions ont pour but d'être un vecteur de paix et non de haine. Malgré cet appel, un joueur égyptien a refusé l'invitation. Un choix qu'il justifie par la présence de 3 joueurs israéliens, des représentants de l'entité sioniste selon lui. Voilà, il faut rappeler que c'est l'équipe de Diego Maradona qui a quand même remporté ce match de gala, un match pour la tolérance et la paix dans le monde. C'est sur cette belle image d'unité que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.